Spécialiste Emilia Vargas s'accroupit dans la poussière d'Azadan en Afghanistan, accroché dans son dos le Barrett M92, 30 livres de métal et de puissance, ressemble à une croix d'acier qu'elle porterait seule à travers l'enfer. Les hommes de l'escouade Alpha aiment dire qu'elle est leur mule de transport, avec une paire de seins en bonus, comme plaisante souvent le caporal Reyes. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Emilia pourrait leur coller une balle entre les yeux à 800 mètres, les yeux fermés. Pendant sa formation à Fort Lawson, elle avait discrètement pulvérisé 3 records de tir longue distance. Le sergent instructeur lui avait simplement dit de ralentir pour ne pas humilier les gars. Ce matin-là, tout avait commencé comme n'importe quelle patrouille dans la vallée de Douran. L'odeur de poussière et de carburant brûlé envahissait la gorge d'Emilia alors qu'elle s'ajustait au poids du monstre qu'elle portait. À 5 pieds, 6 et 140 livres, elle avait l'air presque comique avec cette arme conçue pour des hommes 2 fois plus massifs. Mais Emilia, avant de devenir soldate, avait été ingénieure en mécanique. Elle savait répartir les charges, compenser les angles et plier la physique à sa volonté. « Vargas, tu traînes encore, bon sang !» grogna le sergent-chef Robledo, sans même se retourner. Sa voix trahissait cet agacement typique des chefs qui n'aiment pas qu'on sorte du moule. Emilia accéléra le pas. Le bipied du Barrett lui sciait l'omoplate à travers le gilet pare-balles. Elle y avait des ecchymoses permanentes, souvenirs colorés de son rôle de bête de somme. Avant l'armée, elle était Emilia Vargas, ingénieure diplômée, réserviste pour l'équipe olympique de tir de précision, détentrice de 3 records d'État. Ici, dans les montagnes d'Azadan, elle n'était qu'un corps de plus pour porter du métal. Une radio, un fusil et une bouche fermée. Le tireur désigné de l'équipe, Thomas Marceau, un type correct mais sans génie, avait besoin d'elle pour transporter son arme de secours quand la sienne était en maintenance. Le problème, c'est que même en état de marche, Marceau manquait trop souvent ses cibles. Et ce jour-là, alors qu'ils atteignaient une crête surplombant la vallée de Sangar, le problème allait devenir dangereux. Emilia, par réflexe, commença à calculer les distances et les vents. Le paysage s'étendait sous eux comme un parchemin aride, piqué de petits bâtiments d'argile et de canaux d'irrigation. À travers ses jumelles, elle repéra des mouvements dans un groupe de maisons à environ 1200 mètres. Bien trop loin pour les M4 de la section, mais pas pour le Barrett. Sauf que ce n'était pas à elle de tirer. « Contact à l'avant » murmura Marceau dans sa radio. Il se mit en position derrière sa Remington tandis qu'Emilia s'agenouillait, scannant les alentours. Elle repéra rapidement 3 silhouettes se déplaçant entre les bâtiments. Un homme armé d'une mitrailleuse lourde sur un toit et une autre forme à demi cachée, porteur probable d'un RPG. Le premier tir de Marceau claqua dans l'air. Trop à gauche, de 3 pieds, Emilia grimaça. Il n'avait pas corrigé pour le vent, qui soufflait à 12 miles par heure depuis le sud-ouest. Son second tir fut meilleur, mais encore manqué. Les talibans les avaient repérés. « Marceau, bordel, fais les taire !» hurla Robledo alors que les balles sifflantes forçaient l'escouade à s'abriter derrière un muret. Sur le toit, la mitrailleuse avait trouvé leur distance. Chaque rafale arrachait des éclats de pierre autour d'eux. Emilia observait Marceau aligner sa 3e balle. Ses épaules étaient raides, ses mains tremblaient. Il allait encore rater. Elle le savait. Et si c'était le cas, les ennemis auraient tout le loisir d'approcher, ou pire, de demander du renfort. Le Barrett M92 vibrait dans son dos comme un prédateur enfermé, prêt à bondir. Elle connaissait cette arme par cœur. Elle savait que, dans ces conditions exactes, à 800 mètres, il fallait viser 18 pouces plus haut et 8 pouces à gauche. C'était dans ses cordes. Mais les ordres étaient clairs. Elle portait l'arme. Elle ne l'utilisait pas. Marceau rata. 3e fois. Robledo jura en espagnol un torrent d'insultes si fleuri que la grand-mère d'Emilia en aurait éclaté sa cuillère en bois. Et puis le sifflement aigu d'une roquette. Un RPG frappa 20 mètres à droite, soulevant un nuage de gravats et l'odeur amère des explosifs. « On doit bouger !» cria Robledo. « Marceau, tu peux les contenir ou pas ?» Dans le coin de son œil, Emilia vit Marceau hésiter. Il doutait. Trop elle, non. Mais elle n'était toujours qu'une spécialiste radio aux yeux des autres, même si le Barrett était le prolongement de son corps depuis 8 mois. Sous la mitraille, elle fit une promesse silencieuse. Un jour, d'une façon ou d'une autre, elle prouverait que celle qui porte le fusil est aussi celle qui doit l'utiliser. Avant l'aube, quand la plupart des soldats ronflaient dans leurs sacs de couchage,
Emilia restait éveillée dans le bunker, sa lampe tactique fixée sur un vieux manuel balistique qu'elle avait obtenu en troquant une bouteille de whisky contre un sniper de la marine sur le départ. Le livre était couvert de notes manuscrites, de taches de café et d'annotations griffonnées en marge, écrites par ceux qui avaient appris ces leçons dans le feu du réel. Elle connaissait chaque donnée par cœur, vitesse initiale du calibre 12,7 mm à 853 mètres par seconde, coefficient balistique de 0,670 et toutes les équations complexes qui décrivaient le comportement d'un projectile au-delà de 2000 mètres. Son cahier de notes, un simple carnet à spirale acheté au comptoir du PX, débordait de calculs. Dérive du vent, densité de l'air à haute altitude, correction thermique et même l'effet Coriolis. À côté d'elle, le Barrett M92 était démonté sur une bâche militaire. Elle l'avait démonté et remonté tellement de fois qu'elle aurait pu le faire les yeux bandés, les doigts agissant comme ceux d'un horloger. Chaque ressort, chaque goupille, chaque tolérance lui était familière. Plus qu'un outil, l'arme était devenue une extension de son esprit. Une fois le manuel refermé, Emilia s'étendait sur le sol, le fusil posé contre sa poitrine, et commençait ses exercices de respiration. Inspirer pendant 4 temps. Bloquer 4, expirer 6. Bloquer 2, encore, jusqu'à ce que son rythme cardiaque tombe à moins de 40 battements par minute. Jusqu'à ce que son corps tout entier soit calme, immobile, prêt. Bordel Vargas, tu prévois de lui faire l'amour à ce fusil ou quoi? La voix râpeuse de Marceau fendit l'obscurité. Il se tenait dans l'entrée du bunker, décoiffé, les yeux plissés contre la lumière de la lampe. Emilia referma discrètement le manuel et glissa son carnet sous son sac de couchage. « Je lisais », répondit-elle simplement. Mais Marceau avait déjà repéré les composants du Barrett éparpillés, les calculs sur papier et la concentration brûlante dans ses yeux. « Lire, hein ? À 3 heures du matin, avec mon fusil démonté, comme si tu préparais une chirurgie. Laisse-moi deviner, tu rêves d'être tireuse, mais pas vrai ? Tu penses pouvoir faire mieux que moi ?» Elle sentit la chaleur lui monter aux joues, mais garda la voix posée. « J'essaie juste de mieux comprendre le système. Connaître son équipement, c'est la base. Non ?» Il éclata d'un rire sec, amer. « Comprendre et tirer, c'est pas pareil, chérie. Tu peux apprendre tous les manuels que tu veux, mais quand les balles sifflent et que t'as une vraie cible dans ton viseur, tout ton savoir, il part en fumée. Crois-moi, j'y étais. Était-ce vraiment le cas ?» fit une autre voix calme et tranchante. Tous deux se figèrent. À l'entrée du bunker, le capitaine Jonas Herbert se tenait dans l'ombre, ses traits anguleux taillés par des années de déploiement. Ses yeux pâles passaient de l'un à l'autre avec une froide lucidité. « Monsieur le capitaine », balbutia Marceau. Herbert entra dans le bunker, prit le carnet d'Emilia et feuilleta lentement les pages. Il s'arrêta à plusieurs reprises, fronçant les sourcils, visiblement impressionné. « Ce sont tes calculs, Vargas ?» « Oui, monsieur », répondit-elle sans savoir si elle devait craindre ou espérer sa réaction. « Effet Coriolis pour les tirs extrêmes. Correction de température et d'altitude. Déviation latérale sur plus de 3000 mètres. C'est du niveau universitaire, ça. » Marceau tenta une dernière défense. « C'est que des chiffres. C'est pas comme si elle savait vraiment tirer. » Le regard du capitaine Herbert se durcit. « Marceau, tu connais son dossier ? Ancien ingénieur mécanique, finaliste national de tir de précision. Évaluation psychologique avec mention raisonnement spatial exceptionnel et calme préternaturel sous pression. Ton dossier à toi ? Moyenne correcte. Difficulté sous stress. » Le silence qui suivit était plus pesant que l'air étouffant du bunker. Emilia baissa les yeux. Elle avait enfin reçu un début de reconnaissance, mais à quel prix ? Herbert lui rendit son carnet. « Continue d'étudier, spécialiste. Dans notre métier, la connaissance est une arme, et parfois la plus tranchante. » Puis il se tourna vers Marceau. « Et toi, la prochaine fois que tu remets en cause les compétences de quelqu'un, commence par réviser les tiennes. » Lorsqu'il quitta le bunker, Marceau resta debout, figé, la colère rentrée, transformée en une hostilité glacée. Emilia savait qu'elle s'était fait un ennemi ce soir-là, mais elle savait aussi qu'un officier venait de lui accorder quelque chose de bien plus précieux, une chance. Elle replaça les pièces du Barrett une à une, chaque clic, chaque cliquetis affirmant la promesse silencieuse qu'elle s'était faite. Le jour viendrait où elle appuierait sur la détente. Et ce jour arriva plus vite que prévu. Les services de renseignement avaient capté une transmission. Un chimiste explosif recherché depuis des années, responsable de plus de 20 attentats, serait présent à un rendez-vous secret. Nom de code,
Idriss Al-Fahir, fabricant de mines artisanales à plaques de pression, mortelles et invisibles. Emilia écouta la mission depuis l'arrière de la tente, tandis que le capitaine Herbert étalait des images satellites sur une table pliante. Les photos montraient un complexe isolé à 2950 mètres d'un promontoire rocheux. Le rendez-vous aurait lieu le lendemain à 14 heures. Aucune frappe aérienne possible. Trop de civils. Aucun assaut terrestre envisageable sans perte lourde. Il fallait l'atteindre à distance. Marceau, dit Herbert, ce sera à toi. Tu peux faire un tir à cette distance? Marceau étudia les cartes, les chiffres, les angles. Emilia vit son visage changer. Le doute l'envahit comme une brume. Presque 3 kilomètres, la balle mettra près de 7 secondes à atteindre sa cible. Le moindre changement de vent, le moindre mouvement, je ne peux pas garantir ce tir, monsieur. Je suis pas sûr que quelqu'un le puisse. Un silence de plomb tomba sur la tente, puis Emilia parla. Moi je peux. Tous les regards se tournèrent vers elle, et c'est à cet instant précis qu'elle cessa d'être une spectatrice. Le silence dans la tente était total. Tous les regards s'étaient figés sur Emilia, comme si elle venait de déclarer qu'elle pouvait arrêter le vent lui-même. Marceau se raidit. Le sergent Robledo leva les sourcils, mi-amusé, mi-consterné. Seul le capitaine Herbert gardait son calme, le regard fixé sur elle comme s'il cherchait à lire à travers sa peau. « Spécialiste Vargas, dit-il lentement, vous comprenez ce que vous venez de dire? Ce tir se trouve à près de 3 kilomètres. Ce n'est pas seulement en dehors des limites du manuel, c'est à la frontière de la physique théorique. Oui, monsieur, temps de vol estimé. 6,8 secondes, chute balistique de 3,2 mètres, soit une compensation verticale d'environ 43 MOA. Vent latéral constant à 24 km par heure depuis le sud-ouest. Dérive de 2,2 mètres vers la gauche. Correction de 30 MOA. Et l'effet Coriolis devra être compensé par un décalage d'environ 11 cm vers la droite à notre latitude. Le lieutenant-colonel en charge du renseignement, une femme droite nommée Madeleine Sorel, intervint avec prudence. Ces chiffres sont-ils exacts, spécialiste? Je les ai vérifiés 2 fois, madame. J'ai passé des mois à modéliser ce type de tir. La distance est extrême, mais réalisable. Le Barrett M92 à la portée. Il faut juste tout anticiper. Herbert ne répondit pas tout de suite. Il scrutait Emilia comme s'il tentait de deviner si elle était folle, géniale, ou les deux. Derrière elle, Marceau serrait les poings. « Monsieur, dit-il, avec tout le respect que je vous dois, elle n'a jamais tiré en situation réelle. Elle n'a jamais tiré sur un être humain. Si elle rate, Idriss s'échappe, et on n'aura pas de seconde chance. » Emilia sentit la tension dans la pièce s'épaissir. Mais elle se redressa, droite comme un mât. « Monsieur, j'ai porté ce fusil pendant 8 mois. Je connais ses entrailles mieux que les miennes. J'ai étudié chaque paramètre, chaque déviation possible. J'ai attendu ce moment, et je suis prête à l'assumer. » Le capitaine Herbert la fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Alors, que Dieu nous garde, spécialiste Vargas. Vous êtes notre tireuse. » Le lendemain, à 13h50, le plateau rocheux choisi comme point d'observation ressemblait à un promontoire sacrifié au vent et à la poussière. Emilia s'y installa, allongeant le Barrett sur son bipied, les coudes ancrés, le souffle lent. À ses côtés, Marceau l'observait à travers la lunette de repérage. Le silence entre eux était glacial. Le complexe ennemi, minuscule à l'horizon, ressemblait à un jeu d'ombre rectangulaire, à peine discernable dans la chaleur ondulante. Parfois, des silhouettes apparaissaient, floues, insaisissables. Le vent soufflait toujours du sud-ouest, irrégulier, traître. « 2 individus sur le toit du bâtiment central », murmura Marceau. Taille moyenne, barbe sombre, vêtements blancs, l'un d'eux correspond à Idriss. Emilia ajusta sa lunette, cherchant le moindre détail. Elle aperçut l'un des hommes, profil incliné, épaules voûtées, un tic nerveux au bras gauche, comme sur les photos d'archives. C'était lui, elle le sentait. « Confirmation visuelle ?» demanda-t-elle à Marceau. Il hésita. Trop de distorsion. C'est lui, probablement, mais pas à 100%. Ils attendirent. Longtemps. L'homme se déplaça vers le mur est, se détachant enfin nettement sur un fond blanc. Son profil était désormais net, distinct. Idriss Al-Fahir, c'était lui. Cible confirmée, souffla Marceau. Vent stable, 24 km par heure. Humidité 23%, température 37 degrés Celsius. À toi de jouer, Vargas. Emilia s'immergea dans ses calculs. À cette distance, elle ne visait pas l'homme, mais l'endroit exact où il serait dans 7 secondes. Elle plaça son réticule 7 pieds à gauche et 10 au-dessus.
À un observateur extérieur, elle semblait viser le ciel. Mais dans son esprit, tout était aligné. L'univers entier se concentrait sur une seule ligne invisible. Son souffle ralentit. Son cœur devint une pulsation lointaine. Elle sentait le monde tourner sous elle. « Envoie-le », murmura Marceau. Emilia pressa la détente. Le barrette tonna. Un éclair de flamme, un souffle brutal, un recul maîtrisé, et puis le silence. Pendant 6,8 secondes, la balle traversa le ciel afghan comme une prophétie. Elle fendit l'air, combattit le vent, glissa entre les couches d'atmosphère, porta avec elle des mois d'études, de doutes, de silence. Puis, au loin, Idriss s'effondra. Network foudroyé. Le complexe explosa en cris et en panique. Ses gardes couraient dans tous les sens, cherchant un tireur qui n'existait pas à leurs yeux. Ils regardaient vers les collines, vers les vallées, jamais dans la bonne direction. « Putain de merde !» souffla Marceau. Elle l'a fait. Emilia resta figée, l'œil collé à la lunette, observant la poussière soulevée par l'impact. Pas de joie, pas de cris, juste le calme. Elle venait de réécrire l'histoire du tir militaire. Mais alors que l'écho du coup de feu se dissipait dans les montagnes, la radio crépita. « Overwatch ici base. Un groupe ennemi de grande ampleur converge vers votre position. Estimation 200 combattants. Extraction la plus proche dans 4 heures. Tenez bon ou trouvez une exfiltration alternative. » Le prix du tir venait d'arriver. La voix de la radio s'éteignit, laissant place à un silence plus lourd que l'explosion du barrette quelques instants plus tôt. Emilia resta quelques secondes figée derrière sa lunette, comme si son corps refusait de croire ce qu'elle venait d'entendre. 200 combattants, plusieurs véhicules, mortiers en appui, et leur extraction il y a 4 heures de là. Le capitaine Herbert grimpa en vitesse jusqu'à leur position, le visage creusé par l'adrénaline et le calcul tactique. « Vargas, combien de munitions te reste-t-il pour le barrette ?»« 12, monsieur, plus celle de Marceau. » 18 cartouches au total, grogna Marceau, et la plupart des cibles seront en mouvement, à distance variable. Herbert jeta un œil au versant. Le terrain était escarpé, bordé de rochers, mais pas infranchissable. Il pointa du doigt une série de promontoires naturels. « On va les canaliser ici. On change de position toutes les 20 minutes. Mobilité, angle, tirs isolés. On les ralentit, on les force à se diviser. Marceau, tu couvres le flanc nord. Vargas, tu verrouilles l'approche principale. Ce n'est plus un tir de démonstration, c'est une guerre d'usure. » L'ennemi approchait déjà. Par radio, le sergent Robledo annonçait des véhicules en mouvement au nord-est. 3 pick-up, mitrailleuses montées, 12 hommes. Emilia s'allongea derrière le barrette, remonta rapidement sa lunette, cala la crosse contre son épaule. Elle repéra le véhicule de tête. Les amortisseurs bondissaient sur les pierres. Cible en mouvement. Distance, 1200 mètres. Elle calcula l'avance, le vent, la vitesse. Inspira, expira. Le barrette hurla une deuxième fois. Le pick-up s'arrêta net. Le capot explosait. Un nuage de vapeur montant dans le ciel brûlant. Les combattants sautèrent du véhicule, désorganisés. Emilia ne les regarda pas. Elle rechargeait déjà. Un à un, les assaillants tombèrent. Mais malgré leur précision, les balles fondaient. Marceau sur le flanc nord abattit un tireur à 800 mètres. La coordination ennemie s'intensifia. Les colonnes se dispersaient, se couvraient mutuellement, progressaient avec discipline. « Vargas, combien de cartouches ?»« 8, monsieur, plus 2 en réserve. Tenez encore, je cherche un point d'exfiltration possible. Mais préparez-vous à bouger. » Le sol se mit à trembler sous le choc des premiers 6 tirs de mortier. Des explosions éclatèrent à flanc de montagne, soulevant des nuages de terre noire. Un impact frappa à moins de 30 mètres. Herbert hurla dans la radio. Fragmentation sur la ligne sud. Le sergent Robledo était touché. Les minutes devinrent des heures. Emilia enchaîna les positions. Chaque tir comptait, chaque balle pesait. Elle élimina un servant de mortier à 1400 mètres, puis un chef de section en train de donner ses ordres depuis une crête. À la fin, elle était couchée derrière une dalle rocheuse, mains écorchées, lèvres sèches, battements de cœur lents mais déterminés. Lorsque l'hélicoptère d'extraction surgit enfin au-dessus de la crête, le feu ennemi était devenu une pluie constante. Mais grâce à Emilia et Marceau, les talibans n'avaient jamais pu s'approcher à moins de 400 mètres. La barrière invisible dressée par le canon du barrette avait tenu. 3 jours plus tard, à la base arrière de Faramond, Emilia se tenait au garde-à-vous dans une salle de conférence. Devant elle, le colonel Justine Keller, présidente du conseil d'enquête. Dossier ouvert, lunettes basses, voix glaciale.
Spécialiste Vargas, vous êtes accusé d'avoir outrepassé votre rôle en engageant une cible à très longue portée sans autorisation formelle. Votre mission était la communication, pas l'engagement offensif. Emilia ne bougea pas. Elle fixait un point imaginaire juste au-dessus de la tête de l'officier. Une astuce de base pour garder la contenance. Madame, j'ai pris le tir parce que personne d'autre ne pouvait. Le tireur désigné avait renoncé. La cible aurait fui. J'ai agi en fonction de l'objectif global, sauver des vies. Le colonel Keller referma son dossier, mais avant de répondre, un officier entra précipitamment et lui tendit une enveloppe scellée. Elle l'ouvrit, lut, s'arrêta. « Il s'agit du rapport officiel de balistique », dit-elle d'une voix plus hésitante. Le tir a été confirmé à 2950 mètres. Les experts estiment qu'il s'agit du tir de précision le plus long jamais confirmé dans l'histoire militaire moderne. Probabilité de réussite évaluée à moins de 30%. Elle leva les yeux vers Emilia. Plus de froideur, de la stupeur presque. De plus, le rapport tactique de l'escouade indique que vous avez éliminé 17 combattants supplémentaires pendant la phase de repli, à des distances allant jusqu'à 1500 mètres, 2 véhicules détruits, une position de mortier neutralisée. Le témoignage du sergent Marceau corrobore vos résultats. Il vous qualifie, je cite, de meilleure tireuse qu'il ait jamais vue. Un murmure parcourut les membres du conseil. Emilia ne broncha pas. Spécialiste Vargas, reprit Keller après un silence. Votre action a été techniquement une transgression, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Le conseil ne prendra aucune mesure disciplinaire. Elle referma le dossier. Mieux encore, vos compétences exceptionnelles en balistique et en précision seront mieux exploitées ailleurs. Vous êtes officiellement recommandé pour une mutation immédiate en école de tireurs d'élite. 5 ans plus tard, l'adjudante-chef Emilia Vargas se tient dans une salle de classe au centre d'entraînement de précision longue distance de Redstone. Derrière elle, sur un mur d'honneur, est accroché le Barrett M92 qui a changé sa vie. Devant elle, 16 élèves, dont 5 femmes, tous silencieux, captivés. Ce tir n'était pas une question d'arme ou de distance, dit-elle calmement. C'était une question de préparation. Quand le moment se présente, il ne demande pas la permission. Il exige que vous soyez prêt. Une jeune caporale de la marine lève la main. « Madame, comment saviez-vous que vous pouviez réussir ce tir ?» Emilia sourit. « Je ne le savais pas. J'avais les chiffres, la théorie. Mais la certitude vient quand la préparation rencontre l'opportunité. Et alors, vous n'avez plus qu'à respirer et envoyer. » Dans la cour, le vent soufflait. Le téléphone d'Emilia vibra. Message de Marceau. « Toujours pas sûr comment t'as réussi ce tir. Mais je suis content que tu l'aies pris. Fier d'avoir été là. » Elle répondit en souriant. Quelqu'un devait le faire. Autant que ce soit celle qui portait le fusil depuis le début. Et elle retourna enseigner à la nouvelle génération, convaincue d'une chose, parfois, celle à qui l'on confie un fardeau est exactement celle qu'on doit laisser tirer quand l'instant le demande.